jeunesse, maire de la commune de Degré. Donc Nicolas Landy, coordinateur du collectif des parents atterrés, représentant environ 3000-3500 parents. Donc Gérard Clément, donc maire de Grès-sur-Roc, c'est pas Degré, hein, c'est de Grès-sur-Roc, et donc je suis vice-président de l'association des maires ruraux de la Sarthe. Donc Madame Beaumer-Ménard-Ludivine, vice-présidente départementale de la FCPE. Dominique Dumont, maire de Fercé-sur-Sarthe, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe. Donc Degré est ravi de vous accueillir malgré les circonstances. Donc c'est une petite commune aux portes du Mans. On fait partie de la communauté de communes de la Champagne-Conlinoise et du Pays de Sillé. On est à 10 minutes de la zone nord, de l'université et de l'hôpital. Alors nous nous battons avec les parents d'élèves, bien sûr, les enseignants et même tout le village pour conserver, si c'est encore possible, notre 5e classe. Les raisons de cette fermeture, lorsqu'on interroge les pouvoirs publics, ne peuvent pas nous satisfaire. Donc, on reviendra sur ces raisons tout à l'heure. Alors ça fait un petit moment qu'on se bat, et c'est vrai qu'en tant que commune, c'est un petit peu difficile de se faire entendre lorsque vous êtes un peu seul. Parce que quand vous demandez à vos collègues de faire un collectif, les collègues, ils ont un peu peur de perdre ce qu'ils ont conservé avec du mal. Donc ils sont de tout cœur avec nous, mais de tout cœur c'est tout. Donc là, le fait que ce soit les parents d'élèves locaux, l'association locale qui s'est mobilisée très fortement sur la commune de Degré, qui a demandé de l'aide auprès des parents atterrés, qui avait une organisation déjà bien huilée. Ça nous fait une très grosse force de frappe, et j'ai vraiment l'impression qu'à partir de là, tout le monde adhère à notre combat. Maintenant, nous avons aussi l'association des maires ruraux qui est derrière nous, ce qui fait que cela représente quand même une forte partie de la population sartoise. Je vais me permettre de prendre la parole pour les parents atterrés, en fait. On a la chance d'avoir avec nous aussi Guillaume et Laure, qui sont les représentants des écoles de Moncé et de Beaufait. On est aujourd'hui 27 écoles. On représente à peu près 3000 parents. On s'est créé, en fait, c'est un collectif non partisan. On ne fait pas de politique au sens partisan. Par contre, on fait effectivement de la politique au sens où on essaie de s'engager et d'apporter des choses sur le terrain, notamment de l'école. Nous, notre ligne, c'est on veut stopper la dégradation du niveau d'accompagnement des enfants à l'école, maternelle et primaire. C'est très simple. Et le niveau d'accompagnement des enfants à l'école maternelle et primaire, c'est 2 facteurs principaux. C'est un nombre d'élèves par classe raisonnable, d'abord, et ensuite une formation des maîtres, sanctionnée par un diplôme. Voilà. Donc on est particulièrement attentif à ces 2 choses. On s'est créé l'année dernière parce qu'on a fait face à une campagne massive de fermeture de classes qui était liée à une promesse de campagne du président Macron qui était de dire on va diviser par 2 le nombre d'élèves en CP et CE1 des zones d'éducation prioritaire, REP et REP+. Très bien, qui peut être contre ça, sauf que il n'y a pas eu de dotation budgétaire ou très peu. Ce qui fait que les postes nécessaires pour exécuter cette promesse de campagne, on a été les prendre dans les classes, dans les écoles de nos campagnes, mais aussi en zone urbaine. Le collectif des parents atterrés, c'est pas seulement à la campagne, il s'est créé d'ailleurs au Mans pour protéger 6 écoles mancelles. Donc on est parti sur cette espèce de mensonge qui avait une amélioration générale de la condition des enfants dans les écoles, alors qu'en fait il y en a eu une sur une minorité qu'effectivement il faut protéger et il faut accompagner encore mieux dans les zones prioritaires, mais par contre il y a eu une dégradation très forte sur les autres zones, dans les autres écoles, qui sont l'immense majorité des écoles primaires et maternelles. Et donc c'est là-dessus que nous, on a réagi. On a été exposé à des comportements vraiment très surprenants, on va dire, de la part de l'administration de l'éducation nationale, des mensonges. On nous raconte un petit peu n'importe quoi, on nous mène en bateau. L'année dernière, ça a été, on nous a dit, il y a des seuils d'ouverture et de fermeture.
mais on ne les respecte pas, parce que c'est indicatif. Et d'ailleurs, messieurs les maires, on vous a dit ça à vous également, on vous a trompé, parce qu'en fait, on s'est aperçu tous ensemble en recherchant sérieusement les choses, que ces seuils étaient obligatoires. Et donc, à la rentrée dernière, on a menacé l'Éducation nationale de lui faire un procès en référé devant le tribunal administratif, ce qui a entraîné la réouverture de 16 classes à la rentrée dernière. Malheureusement, ces réouvertures, pour pouvoir trouver les enseignants qui n'existaient pas, puisqu'ils n'avaient pas budgété, il a fallu fermer 9 classes. Et donc, sur cette rentrée 2018-2019, il y a eu environ donc 16 plus 9, 25 écoles qui ont été affectées par ce montage, ces décisions contre des règles qui étaient les règles de l'éducation nationale elle-même, et ça a affecté environ 4000 enfants. 4000 enfants et beaucoup plus de parents, évidemment. Voilà. Aujourd'hui, on va vers une situation qui va être à peu près la même, parce que il faut continuer à doter les REP et les REP+, en enseignants, ce que nous comprenons très bien, et donc on continue à prendre dans les campagnes et dans les villes les postes nécessaires. Il n'y a pas les dotations suffisantes. Et alors on commence à nous raconter qu'on va supprimer ces seuils. Ça fait un moment qu'on nous le dit. C'est depuis le janvier 2019, depuis le début de cette année, on nous a dit les seuils sont supprimés. Évidemment, parce que si on doit respecter les seuils, eh bien l'administration n'arrivera pas à supprimer autant de postes que ce qu'elle a besoin pour aller les mettre en REP et en REP+. Alors on dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est un cadre obligatoire, un cadre légal, et au moins dites-nous par quoi vous remplacez ces règles. Bonjour. Eh bien on nous dit principalement par une analyse des revenus médians par secteur. Et en gros, plus un secteur sera riche, ou plutôt moins il sera pauvre, eh bien plus facilement on pourra fermer une classe dans l'école de ce secteur. C'est ainsi qu'à Degré, monsieur le maire, on vous a dit, vous êtes dans le quintile maximum, c'est-à-dire que vous êtes parmi les communes les plus riches, j'allais dire les moins pauvres, parce que votre quintile maximum, c'est 1780 € par mois de revenus médians sur la zone de Degré. Donc c'est quand même, voilà, vous êtes très riche, monsieur le maire, et donc dans ces conditions-là, on va vous supprimer une classe par priorité à d'autres. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on rappelle, c'est qu'il y a une règle qui est l'égalité devant le service public. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes un peu moins pauvre qu'un autre que vous allez avoir droit à un service public dégradé. Et en France, la règle, jusqu'à présent, c'est que quand on a un peu plus de moyens que d'autres, on paye plus d'impôts. Mais on n'a pas ces droits au service public réduits. Ce serait quand même fou qu'un enfant, on va dire, pauvre de Degré, n'ait pas un accès normal au service public, alors qu'un enfant de parents plus riches que lui, dans un secteur plus pauvre, aurait un accès à un service public plus favorable. Enfin, c'est contraire à toutes les règles de base. Malheureusement, c'est ce qu'on nous sert. Alors, quand on répond à l'administration, parce que c'est ce que vous avez dit, monsieur le maire, c'est ce qu'on a dit à Moncey également, là, l'administration nous répond, je dis l'administration parce que c'est pas nécessaire d'attaquer les gens, ça sert à rien. Il vaut mieux respecter tout le monde. Nous, on n'a pas forcément été respectés, mais nous, on respecte les gens. Eh ben, on vous répond, mais non, il n'a jamais été question d'utiliser ces revenus médians. Or, on a plusieurs lettres qui sont parties de la direction académique qui montrent qu'effectivement, les décisions sont basées sur les revenus médians. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que c'est une cacophonie extraordinaire. On dit que ça crée du préjudice à tout le monde, parce que si vous croyez que nous, les parents ici, Divine, là, pour la FCPE, on n'a que ça à faire, d'être dans la rue, de faire des communiqués de presse, de batailler le pavé, de convaincre tout le monde qu'il faut se mobiliser pour obtenir un enseignant, on se trompe. On a beaucoup d'autres choses à faire, plus intelligentes. Et notamment, je pense que si tous ici, on prenait 10% du temps qu'on a investi depuis un an à défendre le service public de l'école, non pas pour le défendre, mais pour proposer, pour travailler avec, pour faire passer ce qu'on sait, nous, sur les territoires, à tous ces gens qui reprennent leurs ordres de beaucoup plus haut, à Paris, ce serait beaucoup mieux. Donc en fait, c'est ce qu'on va proposer aujourd'hui. Ce qu'on va proposer aujourd'hui en envoyant une lettre qu'on va signer ensemble, une lettre au recteur d'académie, en lui disant, voilà, la situation, elle est inacceptable aujourd'hui. On lui fait passer une liste de griefs, dont j'en ai parlé, j'ai fait allusion dans cette intervention, mais une liste de griefs, et on lui dit, on vous invite à nous faire part de votre analyse de la situation, on vous invite en Sarthe, avec les maires ruraux, avec les parents et tous ceux qui voudront bien, encore une fois, sur des bases de respect et de bienveillance.
Et puis faites-nous part de votre analyse. Et surtout, dites-nous comment ça va cesser. Parce que c'est ça qui est important. Et derrière, on va demander effectivement des réorganisations, des façons de travailler ensemble. Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, compte tenu de la complexité des problématiques, on ne peut plus se permettre simplement d'appliquer des directives de gens qui ne connaissent pas la réalité des territoires. Et donc chacun, on a notre vision des choses, notre expérience, elle est partielle, elle n'est pas complète. Et donc il faut qu'on assemble tout ça pour arriver à un tout cohérent, intelligent et efficace, et économique. C'est efficace, c'est économique. On a tous les mêmes objectifs, je pense. Mais aujourd'hui, on a des moyens, on propose des moyens qui ne sont pas les moyens appliqués aujourd'hui. Quand on voit la recentralisation forcenée, on a l'impression de revenir avant 1982. Les lois de décentralisation de faire, c'est 1982. On est avant ça. La dernière chose que je voudrais dire, pardon, j'ai été long, mais j'en aurai terminé après, c'est que on a l'impression aujourd'hui, quand on essaie d'avoir une relation avec l'administration, c'est que c'est fermé à double tour. C'est qu'on ne nous écoute pas. C'est qu'on ne nous comprend pas. On n'a pas l'impression qu'on veuille d'ailleurs nous écouter. L'énorme problème qui vient compléter tout ça, c'est que cette citadelle de l'éducation nationale, elle va se trouver transformée en château fort, très très bientôt. Aujourd'hui, vous avez une loi qui s'appelle pour une école de la confiance. Vous avez bien compris que la confiance, on ne l'a absolument pas, et c'est pas maintenant qu'on va l'avoir, il va falloir, pour la récupérer, qu'on travaille beaucoup ensemble. Et qui, en fait, ce que je disais, transforme la citadelle en château fort. C'est-à-dire que les parents vont être exclus des conseils des nouveaux établissements publics des savoirs fondamentaux. Donc les parents n'ont déjà pas beaucoup de pouvoir de contrôle de cette administration, alors qu'ils sont encore une fois les investisseurs, les contributeurs et les usagers. Ils vont sortir des conseils d'école. Il n'y aura plus de conseils d'école. Ensuite, les CDEN vont pouvoir être réformés. Déjà, ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent mal. Ils vont pouvoir être réformés par ordonnance. Alors, on aimerait bien que ce soit un bon signe. Mais compte tenu des principes aujourd'hui que semble appliquer l'éducation nationale, on en doute. Il y a encore une chose qui est très préoccupante par rapport à cette histoire de château fort, c'est qu'avant, on avait un comité d'évaluation de l'école qui était composé de gens qu'on pouvait penser indépendants, et notamment des professeurs d'université. Et dans cette loi, on nous indique que ce comité d'évaluation est supprimé, il est remplacé par un autre. Et ce comité d'évaluation, le projet de loi nous dit, il a une indépendance suffisante. Alors je vais vous dire qui est-ce qu'il compose. Ce sont 4 représentants choisis par le ministre, ce sont 4 représentants de l'administration de l'éducation nationale, ce sont 2 députés et 2 sénateurs, qui seront sans doute La République en marche. Mais même si ça ne l'était pas, au niveau de l'indépendance, on fait mieux. Donc, on met en place aussi des systèmes d'évaluation de l'éducation nationale qui sont posés par l'éducation nationale elle-même. Donc, c'est elle qui fabrique les critères d'évaluation et c'est elle qui s'auto-évalue. Donc, pour nous, effectivement, les parents, ceux qui payent, pour les maires, qui ont la responsabilité quand même de l'intérêt général sur chacun de leur territoire, c'est quand même pas l'idéal. Voilà. On dira un petit mot, sans doute, sur le financement que vont être amenés à faire les mairies de l'enseignement privé. Alors nous, ici, on l'a dit, les parents intérêts, notre objectif, c'est le niveau de l'enseignement, le niveau de l'accompagnement des enfants. Quelque part, on n'a rien contre l'école privée. Par contre, on est très attaché à l'école publique. Et on est très préoccupé parce que quand on va voir l'administration, on nous dit, mais si vous n'êtes pas content, il y a des gens ici qui ont eu cette expérience-là, vous demanderez alors, la représentante des parents intérêts à Beauvais, on lui dit, mais si vous n'êtes pas content, vous allez dans le privé. On dit, vous allez dans le privé, et en même temps, vous l'avez bien compris, on va dégrader le niveau du service public de l'école pour les zones un peu plus riches. Donc ça veut dire qu'on va pousser les parents qui ont un peu plus de sous à aller dans le privé. Et en même temps, on va aller dire aux communes, vous allez financer l'école privée. Donc, voilà, nous, on ne va pas tirer les conclusions de tout ça. On va vous laisser les tirer. Mais ce qu'on dit, c'est que non, la confiance n'y est pas, qu'on va être particulièrement attentif,
et qu'on va continuer nos actions. Le 21 mai prochain, mardi prochain, il y aura à nouveau une grève des parents en Sarthe. Non, mais nous, donc, Association des maires ruraux, aussi bien nationale que départementale, c'est notre combat, hein, enfin, ça fait partie d'un de nos combats, la qualité de l'enseignement. Et je pense que tout ce que tu viens de dire, ça débouche sur la qualité de l'enseignement. Et ça, je pense que c'est important. Et nous n'allons pas, nous, tomber dans le piège où on oppose le rural et l'urbain, d'accord, hein, on a bien vu qu'on avait déshabillé une partie de l'urbain pour habiller le rural, mais on sait très bien que nous, on est pour le dédoublement de certaines classes. On sait qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. D'accord ? Donc il n'est pas question qu'on revienne là-dessus, et moi je refuse de sortir une hache de guerre qu'on a enterrée depuis très longtemps. Donc je fais attention, dans le cadre de la ruralité, on a toujours tendance à nous opposer la médiocrité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de médiocrité dans la ruralité. Hein, et donc on le voit très bien qu'au niveau des écoles en milieu rural, on est loin d'être dans la qualité qu'on souhaiterait. Parce que bien, de moins en moins de professeurs des écoles viennent en campagne, hein, on a beaucoup plus de mal, et puis comme bien, c'est pas tout, le poste n'est pas toujours certain, bien, ça tourne. Et ça m'ennuie. Enfin, ça nous ennuie. Donc, tu parlais de la CDEN, donc la Commission départementale de l'éducation nationale. Donc nous, on y participe tous les ans, on a un strapontin dans cette commission, mais bon, on a la chance de temps en temps que le titulaire ne vienne pas, donc j'y participe. Et qu'est-ce qu'on y voit dans cette CDEN ? Eh bien, tous les 6 mois, il y en a une, puisqu'il y en a 2 par an, eh bien, on est devant la préfecture, nous, en train de manifester avec vous, les parents d'élèves, hein, les syndicats, on manifeste pour dire la carte scolaire que vous nous offrez n'est pas bonne. C'est pas une perspective que j'ai, moi, en tant qu'élu, c'est pas ça. Donc devenons acteurs de la carte scolaire et non pas uniquement spectateurs. Donc ce que nous demandons, nous, on ne veut pas gérer la pénurie, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors c'est pas, je ne mets pas en cause ici la directrice d'académie, puisque elle ne fait que de suivre ce que lui dit le recteur. Donc nous, ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on convoquera le recteur tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est important de savoir que c'est le recteur qui décide du nombre de postes. Il en a rajouté une 40aine en Loire-Atlantique, et il en a supprimé 9 en Sarthe. D'accord ? Donc la répartition. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les pays de la Loire, tout le monde s'en va sur le littoral, d'accord ? Et donc sur Nantes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors on enrichit en mettant plus de profs là-bas, et on appauvrit ici. Donc on continue de nous appuyer sur la tête. Donc il y a un moment, il va falloir qu'ils arrêtent, parce que là, je pense que nous, on va sortir les fourches collines. Donc, moi, je ne veux pas gérer la pénurie. Je ne veux pas qu'il y ait également, nous ne voulons pas, pardon, qu'il y ait également une approche uniquement comptable, d'accord ? C'est ça, uniquement comptable. Alors aujourd'hui, cette année, on nous a sorti, c'est sûr, donc le revenu médian, on nous a sorti les ZRR, zones rurales revitalisables. C'est un mot qui est très porteur, hein, zone rurale revitalisable. Vous avez vraiment envie d'aller dans ce genre de type. Et enfin, il n'empêche que des REP et des REP+, il n'y en a pas en campagne. Il y en avait une uniquement du côté de Sablé. Mais sinon, il n'y en a pas. Donc on n'aura jamais, nous, de dédoublement si rien ne change, alors qu'on sait que c'est par là que passe la qualité de l'enseignement. Donc vous sentez bien qu'on est un peu révolté, mais on l'est souvent, face à l'État qui ne nous écoute pas. Donc ce que nous voulons, c'est que cette DEN devienne vraiment un lieu d'échange, un lieu où on construit ensemble. Et puis, à ce moment-là, lorsqu'on aura ça, on pourra enfin parler d'école de la confiance. Mais moi, je m'interroge toujours, quand on dit école de la confiance, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va en école de la défiance. Non, je ne pense pas quand même, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui font leur boulot au niveau de l'éducation nationale, même si on peut critiquer l'institution, et c'est tant mieux. On a aujourd'hui, nous, on le sait très bien, les Français, on a l'esprit critique assez développé, mais on a également l'esprit critique. On a également l'esprit constructif, c'est-à-dire on ne reste pas uniquement sur des constats, on essaye de construire. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau de l'association des maires ruraux, y compris des maires ruraux de la Sarthe. Je passerai la parole tout à l'heure, Dominique parlera, il parlera peut-être un peu de l'école de la confiance, puisqu'il travaille actuellement, il a eu l'occasion d'en parler avec les grandes, dans les hautes sphères. Donc moi je vais prendre la parole au nom de la SCPE Sarthe. Donc il faut savoir que nous aujourd'hui on siège au CDEN. Donc on s'est aperçu que c'était surtout pas un lieu d'échange, mais où ils écoutaient mais qui ne tenaient pas compte des revendications. Par rapport à ça, nous notre objectif, donc on a rejoint Nicolas parce que je pense qu'il y a énormément. Le but c'est d'avancer ensemble, c'est pas différemment.
et que nos enfants ne sont pas des pions. Donc soit on est là en date d'aujourd'hui pour tous se battre ensemble et puis qu'on avance et que, comme le disait, on est dans le CDEN, il faut que ce soit un lieu d'échange et non plus un lieu fermé. Voilà pour le CDPE 72. Passer quelques points. Donc on vit une politique qui a été décidée dans l'équipe précédente, sous la période de M. Hollande. Et M. Macron n'a fait que poursuivre une politique engagée de dédoublement des classes. Et depuis 3-4 ans, en fait, on faisait partie d'un collectif qui était constitué de la FCPE, des syndicats d'enseignants et puis donc l'association des maires ruraux. Et depuis 3-4 ans, on se retrouve, comme disait Gérard, devant les grilles de la préfecture en espérant en mettant en place un rapport de force, tout simplement, de manière à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Alors, si on voulait se resituer, en fait, l'État a compris depuis 4-5 ans qu'il y avait une baisse des effectifs, du nombre d'enfants en primaire, et s'est dit qu'il allait profiter de cette opportunité de la baisse des effectifs pour mener une politique de dédoublement de CP de CE1. En fait, c'était ça. Et il y a une fausse annonce, c'était la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, qui ne s'est jamais fait. Et l'idée, ça a été de faire ce dédoublement en profitant de cette baisse démographique dans nos écoles. On ne peut pas nier. On a de moins en moins d'enfants dans le département, et l'idée, c'était de récupérer ces enseignants, à droite à gauche, pour dédoubler dans les villes. On est un département, la Sarthe, avec quelques départements en France, très impactés par cette politique-là, parce que nous sommes un département rural, avec une grosse aire urbaine, qui a une trentaine de REP et REP+. Vous allez en Mayenne, par exemple, ils ne souffrent pas de cette situation de fermeture de classe comme nous. Parce que la directrice académique ou le directeur académique du département de la Mayenne n'a qu'une REP. Donc forcément, ça lui donne une certaine souplesse. Et en plus, quand on observe la redistribution des postes au niveau de la région, la Mayenne n'a pas eu de retrait de postes, ni de rajout, mais c'est zéro. Donc on voit bien que c'est une certaine souplesse pour ce département par rapport à nous, pour l'autre. Je ne dis pas que pour eux c'est pas bien, je dis que pour nous ça ne va pas, au contraire. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour la musique. Donc voilà, c'est cette situation-là qu'il faut aussi comprendre. Et donc ça nous inquiète d'autant plus que ça n'a échappé à personne. Le président de la République a déclaré qu'il voulait mettre en place le dédoublement dans les grandes sections de maternelle. Ce qui veut dire que nous allons demain, de nouveau, subir cette politique. Parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui, parce que là c'est son propre choix, autant les coups d'avant il poursuit une politique, autant là c'est un choix politique d'aujourd'hui. Si c'est un poste constant, on court à la catastrophe et nous devrons encore l'année prochaine subir le même traitement. Parce que si la directrice académique n'a pas de poste supplémentaire et qu'on doit dédoubler les maternelles, forcément elle sera dans l'obligation de rechercher des postes ailleurs. Ça, c'est important de comprendre que c'est ça aussi la situation que nous vivons aujourd'hui. On a un gouvernement, et des gouvernements successifs qui ont mis en place des lignes politiques sans s'en donner les moyens derrière, en espérant que ça pourrait passer. La vision que nous, on a aussi au niveau de l'association des maires ruraux, il n'a échappé à personne que depuis le mois d'octobre, il y avait une certaine tension dans le pays, et que cette tension, elle était née d'un sentiment d'abandon, d'un éloignement des services publics. Et quand on regarde les cahiers de doléances, quand on observe un peu ce qui est exprimé dans les grands débats, on voit que l'école a sa place. Comme la santé, comme la mobilité, ce sont des sujets qui sont souvent traités. Et on peut difficilement comprendre, on pourrait difficilement comprendre et accepter qu'un gouvernement qui a engagé un grand débat, qui a fait un constat, le président de la République d'ailleurs lorsqu'il prend la parole et qui montre l'analyse qu'il fait de ce pays après avoir été dans toutes les régions de France, il parle de l'école. Il dit que clairement il y a une difficulté. Et donc on pourrait difficilement comprendre qu'avec ce constat-là, on puisse continuer cette démarche de fuite en avant et puis de réduction du nombre d'enseignants dans les écoles. On ne pourrait pas comprendre. Et moi je ne comprends pas pourquoi, dans ce projet de loi pour une école de la confiance, on n'est pas un article de loi qui indique clairement que, à l'écoute des revendications exprimées par les citoyens, je ne veux pas dire que les gilets jaunes, les citoyens, à travers les cahiers de doléances et puis les grands débats, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas un article qui préserve l'école en milieu rural, en lui donnant des chances différentes, avec des seuils différents, avec un effectif différent face à l'enseignant, surtout dans les classes à plusieurs niveaux. Comment on peut accepter, par exemple, que dans une école qui a, que je me rappelle des seuils, mais 71 enfants, on explique aux parents qu'on ferme l'école, qu'on ferme une classe, pardon. Donc les enfants vont se retrouver les 70 dans 3 classes
avec 3 niveaux différents. Alors là, c'est celle pour 4 de 5 à 4. Alors moi, c'est 4 à 3 que je donne. Et pour que l'enseignant récupéré, il aille face à 12 enfants. Comment on peut imaginer que les citoyens comprennent ça? Forcément, 3 enfants, 3 niveaux face à un enseignant, avec une société qui évolue. Des enfants qui sont un peu plus compliqués à gérer, qui ont plus de difficultés. On accueille dans nos communes des enfants aussi qui issus de familles modestes, souvent qui sont à la recherche d'emploi, en difficulté. Donc ces enfants-là, pour qu'ils aient exactement la même chance d'y arriver, qu'ils arrivent au collège avec les mêmes bases, on ne peut pas autoriser cette situation et accepter qu'ils soient 24 dans 3 niveaux face à un enseignant. Et donc c'est aussi ce qu'on défend. On voudrait qu'il y ait un équilibrage et que l'enfant soit dans une petite commune rurale au fin fond de la Sarthe, ou qu'il soit dans une école de Sablé, du Mont ou de la Flèche, qu'il ait les mêmes chances de réussite et qu'arrivé au collège, il ait les mêmes bases pour pouvoir se construire et puis avancer dans la vie. Alors si, oui, donc vous voulez que j'aborde le sujet de la rencontre avec le ministre. Alors, on est en contact en permanence avec lui pour essayer de trouver une solution. On essaye de faire une proposition pour que dans la loi soit rédigé un article qui dise, avec des mots plus organisés et plus clairs, l'intérêt qui serait intéressant de porter à l'école rurale. Il n'y a rien de gagné, hein. Vous savez bien que ça serait un engagement important et qui devrait être associé à un nombre de postes supplémentaires en nombre d'enseignants. On y croit, on espère, on attend patiemment que les choses se fassent. Le projet de loi est actuellement au Sénat et il est en lecture accélérée, donc il ne retournera pas à l'Assemblée nationale. Donc il va y avoir ensuite les sénateurs et les députés qui vont se retrouver sur le sujet. Espérons que la sagesse reprendra dessus. Parce qu'on est plusieurs à avoir rencontré les députés, et notamment les députés de La République En Marche, donc qui ont travaillé à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale sur ce texte. Et ils nous faisaient part de leur grande surprise, puisque une grande partie des dispositions, je dirais, contestables de ce projet de loi n'a pas été inscrit dans le projet qui a été travaillé par les différentes commissions selon les procédures normales d'études et d'élaboration de la loi en France. Et notamment la création des fameux établissements publics des savoirs fondamentaux, qui a un impact aussi sur les communes rurales, puisqu'elle vise à regrouper autour d'un collège les écoles. Et donc d'avoir aussi donc plus de directeurs d'école maternelle primaire, plus de conseils d'école, donc plus de parents dedans. Et ça a un impact évidemment sur l'organisation de l'école dans les communes, avec potentiellement des impacts très négatifs. Eh bien, ils nous ont dit, mais nous, on a vu cet amendement arriver, on ne le connaissait pas, on ne l'a pas discuté, et on l'a voté parce que c'est la règle majoritaire. Et ils étaient sur quelque chose qui bouleverse complètement l'organisation de l'école, y compris pour les communes rurales. J'ai dit mot, vous le contredisez. Bon, je ne l'ai pas abordé parce que normalement il devrait disparaître. Oui, mais moi j'ai compris que ça allait. Oui, qu'ils allaient le ramener, bon, on verra bien. Donc, mais c'est sur le principe, c'est sur la manière de faire. Oui, parce que heureusement qu'on est là, heureusement encore une fois qu'on déploie du temps pour contester et qu'on est relayé par vous et qu'on est relayé aussi par les députés. Mais heureusement, parce que sinon un bouleversement de ce niveau sur l'école de la République, ils aiment bien dire ça, donc on va le dire aussi, non, c'était pas discuté, ni en commission, ni du coup au Parlement. Et ça arrive en procédure accélérée au Sénat, et ça va pas revenir au Parlement sur des questions comme ça. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter cette école de la confiance? Il ne peut y avoir qu'une école de la plus grande défiance. Voilà. Donc je pense que c'est un exemple qui est important parce que, oui, on a envie d'être modéré. Et comment on peut l'être dans ces conditions-là? Donc c'est pour ça qu'il est urgent de se mettre à table entre nous, de travailler sérieusement. CDEN, oui, mais sans doute avant le CDEN. Et nous, donc on va maintenant, si vous en êtes d'accord, et si tout le monde a fait parler, moi aussi, on va signer cette lettre au recteur qui l'invite à venir en Sarthe pour une réunion très sérieuse de travail où on va échanger sur toutes ces questions. Le crayon noir. Il est possible, mais là, la nuit divine. Pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Dominique, est-ce que vous pouvez en faire un deuxième exemplaire? Deux exemplaires.
On va faire 3 chacun, oui. Un original chacun. Ah oui, d'accord, ok. Allez. Comme chez les avocats. Absolument. Ensemble, Bien. Oui, ça va, vous êtes bien. C'est bien.